Une éducation intellectuelle antidémocratique. Un foyer d'une grande modestie, la pauvreté même. Un grand-père d'origine socialiste. Et puis la lecture de Maurras. Et puis la collaboration avec l'ennemi durant la Seconde Guerre mondiale. Lucien Combel. En 1988, pour France Culture, Pierre Assouline rencontrait Lucien Combel. 5 entretiens pour À voix nue. À noter qu'un livre, Le fleuve Combel, de Pierre Assouline, publié chez Gallimard, témoigne de l'histoire d'un homme et d'une amitié étonnante entre deux êtres que tout oppose. Voici cette nuit les 3 premiers entretiens de cette série d'À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Premier entretien, 1913-1940. La Cour de justice, le 28 décembre 1944. Lucien Combel a 31 ans. Parce qu'il fut durant l'occupation directeur de l'hebdomadaire Révolution nationale et qu'il écrivit nombre d'articles collaborationnistes, il est inculpé d'intelligence avec l'ennemi. Et grâce aux circonstances atténuantes, Lucien Combel ne sera condamné qu'à 15 ans de travaux forcés. Alors Lucien Combel, est-ce que vous n'en avez pas un petit peu assez 40 ans après, d'être toujours considéré, d'être toujours tenu comme ce que vous appeliez vous-même le collabo de service? Oui, absolument. J'ai publié avec Péché d'orgueil et le livre qui a suivi Liberté à huis clos, ce que je considère comme, en fin de compte, le récit de mon itinéraire idéologique. Bien, je considère avec ces 2 livres avoir, si vous voulez, réglé mes comptes, comme le pays d'ailleurs et la justice française ont réglé leurs comptes avec moi, en me condamnant. Bon, le collabo de service, en effet, je n'ai plus envie du tout de parler de ce passé, non parce que je regrette mes actes ou mes écrits, pas du tout. Je ne regrette rien, parce que ma génération a été sollicité par des événements d'une telle importance que je ne pouvais pas échapper à une sorte, disons, d'engagement. Je ne pouvais pas rester en dehors de cette grande histoire, car ça a été une grande histoire. Je ne pouvais pas rester en dehors, je ne pouvais pas rester neutre, ça n'était pas dans mon tempérament, et de plus, à ma manière, c'est vrai, j'ai payé l'influence dans ma toute jeunesse de Charles Maurras. C'est indiscutable. Mais cela dit, je ne veux plus en effet que l'on me demande de témoigner sur cette période parce que je n'ai plus rien à dire et j'ai surtout plus du tout envie d'être traité quand même en réprouvé. On va y revenir, mais reprenons au départ. Comment tout a commencé pour vous? Comment avez-vous quitté votre milieu d'origine, qui est un milieu assez pauvre, à Rouen, pour monter à Paris et connaître et rencontrer des gens d'un milieu complètement différent du vôtre? Je suis né en effet à Rouen, dans un milieu pauvre et puis parce que ouvrier de toute manière, mais comme mon père a disparu en 1916, alors que j'avais 3 ans, ma mère en 1918, alors que j'avais 5 ans, je me suis retrouvé chez mes grands-parents paternels, et mon grand-père, qui était un ouvrier ferronnier, avait un salaire extrêmement modeste. Nous logions dans le faubourg ouvrier dit de Saint-Sever, à Rouen, dans une maison qui, faut pas hésiter à le dire, ressemblait beaucoup plus à un taudis qu'à une maison normale. C'était vraiment une vieille masure. Mon grand-père était d'opinion socialiste, qui avait d'ailleurs l'élégance
de porter le dimanche un pantalon de velours différent de celui de la semaine, tenu par une ceinture de flanelle rouge, et j'ai vécu dans un foyer d'une telle modestie que j'en étais parfois gêné. Est-ce ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé le premier livre, disons, expliquant un peu ma vie, Péché d'orgueil. J'étais peut-être un petit orgueilleux qui tolérait mal, qui acceptait mal la condition misérable de mes grands-parents. Et néanmoins, ma grand-mère a été une femme très dévouée, mais qui malheureusement a perdu son compagnon, c'est-à-dire mon grand-père. Et puis, je me suis retrouvé seul avec elle, dans des conditions matérielles extrêmement dérisoires. Mais Lucien Combel, qu'est-ce qui vous a fait quitter Rouen pour Paris? Quel était le déclic? Ah, mais vous allez bien vite, Pierre Assouline, parce que pendant que je suis à Rouen, en culotte courte, en train de me réfugier le plus souvent possible dans le port, parce que le port, c'est une manière de s'évader. Un port, c'est merveilleux. On rêve. Bon, quand on est né dans un port, on a une mentalité très différente de celui qui est né à l'intérieur. Eh bien, c'est que, à 15 ans, je me suis mis à lire l'Action française. Je suis devenu camelot du roi. À Rouen déjà. Oui, j'ai vendu l'Action française devant le parvis de la cathédrale et devant d'autres églises d'ailleurs de la ville, ça ne manque pas à Rouen, et j'étais camelot du roi. Et je lisais l'Action française avec un plaisir que je ne renie pas, parce que en même temps que j'étais élève de l'école communale du quartier de Saint-Sever, j'avais, avec l'Action française, une lecture d'une rare qualité, il faut bien le dire. Un journal qui, chaque matin, a un éditorial de Léon Daudet, puis les interminables, il faut bien le dire aussi, colonnes de Charles Maurras, et toujours je parle de la une, la page 1, tout à fait à droite du journal, le billet de Jacques Bainville, l'historien. Comment voulez-vous, Pierre Assouline, que je ne sois pas comblé quand on a envie de lire, qu'on a envie de se cultiver, comblé par la lecture de ce quotidien qui restera vraiment exemplaire. Mais par la découverte de l'Action française, vous avez finalement trouvé la politique et le journalisme avant la littérature. Il est difficile de nier quand même, oui, la politique, vous semblez faire une différence entre politique et littérature. Là, en l'occurrence, dans un journal comme l'Action française, la littérature y trouvait son compte largement, autant que la politique d'ailleurs. C'est bien vrai. Mais j'étais satisfait. C'était l'époque, bien sûr, où je lisais, comme tous les petits garçons, Jules Verne et Alexandre Dumas. Ma grand-mère avait beau être pauvre et ne pas avoir de livres, il n'y avait pas de bibliothèque chez elle. Elle avait dû être grande lectrice des feuilletons des journaux de son époque, et elle avait découpé les feuilletons, qui étaient bien souvent d'ailleurs des feuilletons signés Alexandre Dumas. Vous avez quitté Rouen à quel âge? 19 ans. Et ça a été un déchirement, cet engagement, cette décision, ou bien Non, ça pas s'est fait du naturellement? Pas du tout, parce que ça correspondait au désir de faire des études, d'abord un désir de liberté. J'en ai profité d'ailleurs à cette époque, ayant bénéficié d'un petit héritage familial inattendu, venant des grands-parents maternels. J'en ai profité pour dépenser cet argent en allant me promener en Espagne, qui était une manière pour moi de marquer mon désir d'indépendance.
ne pût dépendre de ma grand-mère. Et puis, le désir aussi, au retour de l'Espagne, de m'arrêter à Paris pour y commencer, car à l'époque c'était possible, une licence libre en Sorbonne, une licence de lettres. L'argent que j'avais quand même pas trop dépensé, me permettant de loger à une époque, ça n'était pas très cher, dans des hôtels du quartier latin. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me retrouve à Paris, dans un monde tout à fait différent de celui de Rouen, ayant laissé là-bas, à Rouen, ma grand-mère, qui d'ailleurs y est morte. Mais de quoi vous viviez à Paris? Comment ça se passait? Parce que les études en Sorbonne, c'était presque pour vous faire plaisir, en quelque sorte, puisque vous ne poursuiviez pas une carrière universitaire, professorale. En effet. Et alors, je vivais de leçons particulières que je donnais à des jeunes gens qui en avaient besoin, bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître les quartiers chics, élégants de la région parisienne. J'ai donné des leçons à Neuilly, j'ai donné des leçons dans des familles qui avaient de quoi payer, en effet. Bon. Et alors, vous pourriez me demander quelles leçons donniez-vous? Très simple. Le latin et la littérature. Quand vous étiez donc ce jeune professeur de leçons particulières, est-ce que le fait d'être camelot du roi et d'être dans ce milieu vous a permis d'avoir un peu plus de relations ou pas? Pas du tout. Non? Ah, pas du tout. D'abord, à cette époque, j'avais abandonné l'Action française. Ah bon, vous n'étiez plus monarchiste? Non, du tout. Pourquoi? Parce C'était avant le 6 février 34. Après. Ah, c'était après. Donc, après, mais le 6 février 34 n'a joué aucun rôle dans mon éloignement de l'Action française. C'est parce que je m'étais mis à lire beaucoup d'écrivains très étrangers à l'école maurassienne. Et si je n'avais pas encore découvert Gide, par contre, j'avais découvert un écrivain qui m'a, lui, aidé à me détacher de l'Action française, c'est Rémy de Gourmont. Pour moi, Gourmont est un écrivain très important. Je passais mon temps sur les quais à la recherche des livres de Gourmont. Je crois d'ailleurs qu'à petit à petit, je suis arrivé à tout avoir de Gourmont. Tous les bouquins de Gourmont qui étaient publiés au Mercure de France, puisqu'il était, lui, un des cofondateurs du Mercure de France. Oui, mais je ne saisis pas, Lucien Combel, en quoi le fait d'aimer lire Gourmont puisse éloigner l'Action française. Ah, mais parce que Gourmont, d'abord, n'était pas maurassien. Bon, mais il y a d'autres écrivains qui ne le sont pas, qui ne nous empêchent pas d'être Action française. Eh bien, à l'époque, disons que il y a eu des influences de lecture qui ont contribué beaucoup à m'éloigner de l'Action française. Il n'y a pas eu que Gourmont, bien sûr. Il y a eu Mauriac. Ah oui. Que j'ai beaucoup lu à l'époque. Il y a eu Bernanos. Alors, lui, on peut dire que il aide à s'éloigner de l'Action française, puisque lui-même s'en était éloigné. En tout cas, Gourmont, c'est très frappant parce que on va parler de Léoto tout de suite. Il y a Léoto que vous rencontrez pour la première fois en 36 et frappé à la première rencontre du fait que justement les deux écrivains dont vous lui parlez le plus souvent et qui semblent vous fasciner le plus en 36, donc ça c'est d'après son journal littéraire, c'est Rémy de Gourmont, André Suarez. André Suarez qui est aujourd'hui aussi un écrivain très oublié injustement. Et il est fasciné parce que lui, il vous entend louer Suarez, lui il n'aime pas beaucoup, même pas du tout, il trouve superficiel, c'est vrai. Faussement solitaire, etc. Et j'ai retrouvé dans le journal de littéraire de Léoto, où on parle souvent de vous, ça, et on parlera souvent de Léoto au cours de ces émissions, que vous paraissiez fasciné, d'après Léoto, par la grandeur, la solitude et la culture de Suarez. Est-ce que c'était vrai à l'époque? C'était vrai à l'époque. Mais semble-t-il, je me trompais. Pourquoi?
Ah ben, je me trompais, c'est Léoto qui me disait. Lui, il ne croyait pas à tout cela. Oui. Et ensuite, lorsque j'ai cherché à mieux connaître Suarez et surtout à le rencontrer, il habitait, je me souviens, dans le quartier de Boulevard Henri IV. J'ai été très déçu par mes contacts avec lui. J'ai trouvé un bonhomme très décevant. Je peux pas trouver d'autres mots. Décevant. Oui. Mais si vous voulez, ces sortes de réticences, aussi bien chez Léoto que chez Gide à l'égard de Suarez, m'ont paru après coup comme un petit peu des questions d'amour-propre, d'homme de lettres. C'était fait plutôt pour me gêner et pour me déplaire. Oui. Lucien Combel, dans le journal littéraire de Léoto, qui est devant une mine concernant énormément de personnages, et notamment vous, mais enfin qui est à prendre aussi avec des pincettes, parce que c'est Léoto. Donc, dans son journal, il dit que, à propos de vous, que vous n'avez été guidé que par l'ambition. Et que vous-même, vous aviez dit à Léoto, « Je suis ambitieux, la littérature me paraît insuffisante à contenter mon ambition, j'entre dans un parti politique. » Alors on brûle un peu les étapes, parce que ce sera un peu après, mais est-ce que déjà en 35-36, vous étiez un jeune ambitieux, au sens où lui le voit? Je ne sais pas, Pierre Assouline, si le fait d'être ambitieux est une tare. Ambitieux, je l'ai été, oui, bien sûr. Je ne serais pas sorti de mon quartier ouvrier de Rouen si je n'avais pas été ambitieux. Donc je n'ai pas honte d'avoir été ambitieux. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été sans doute aussi orgueilleux. Ambitieux, orgueilleux, ça va ensemble. Le passage que vous me citez de Léoto, je le connais. Il a un défaut, il est incomplet. Parce que je ne lui ai pas dit que la littérature était insuffisante pour me satisfaire et que la littérature étant insuffisante, j'entrais donc dans la politique pour compenser. C'est pas ça du tout. Il est incontestable que l'idéologie, chez moi, la première, la toute première, celle de Maurras, m'avait beaucoup influencé. Et qu'à travers le cheminement qui a été le mien, qui a été contemporain d'événements comme la guerre d'Espagne et tout ça, j'ai eu des choix qui ont toujours été marqués par l'influence maurassienne, incontestablement. Êtes-vous resté maurassien après avoir quitté l'Action française? Je parle spirituellement, intellectuellement. Vous savez, l'empreinte de Maurras sur les gens qui l'ont beaucoup lu, elle est extrêmement profonde. N'oubliez quand même pas, Pierre Assouline, qu'en fin de compte, on a toujours dit, et je pense que c'est vrai, que le général de Gaulle était maurassien. D'ailleurs, le comportement du général de Gaulle en politique, quand il a eu le sort de la France dans ses mains, est un comportement de maurassien. Ensuite, ne me faites quand même pas faire un cours de politique, j'en ai pas du tout envie, mais l'empreinte de Maurras est considérable. C'était quand même pas un simple journaliste, Maurras, c'était quand même un philosophe politique. Et quand on le lisait avec tous les jours, un peu comme un catéchisme, etc., comment voulez-vous que on n'ait pas eu un comportement à tout jamais faussé? Oui. Est-ce que vous étiez... C'était un grand sophiste, ne l'oublions pas. Oui. Et comme tous les sophistes, il avait son charme. Donc, on ne le reniait qu'avec difficulté. Un peu comme un jeune chrétien ne peut pas oublier son premier curé. Disons que moi, à ma manière, je n'arrivais pas à oublier Maurras. Alors, la politique, c'est vrai. Le choix, il est marqué déjà là par cette influence. Mais à ce moment-là, en 36,
Quand vous fondez la revue Arts et Idées, Oui, est-ce que c'est surtout la littérature qui l'emporte? c'est la littérature. Alors, Nettement. c'est une petite revue qui est aujourd'hui oubliée, Oui. mais dans laquelle, en la feuilletant, à partir de 36, 37, 38, on voit apparaître, outre votre signature, celle d'Armand Robin, celle de Robert Mallet, qui était votre complice, celle de Henri Thomas, l'écrivain, et d'autres signatures, Georges Pelorson, etc. Ce journal a duré 3 ans. 3 ans. Vous étiez un rédacteur Ne en chef. l'appelez pas journal, c'était Revue. une modeste revue Une modeste mensuelle. revue. Mais une modeste revue à une époque où les revues avaient une importance considérable. Oui, c'est vrai. C'est ce que Fargue appelait le laboratoire d'idées pour la littérature de demain. Voilà. Est-ce que c'était le cas de votre revue? Oui, puisque un des thèmes, disons, un des dossiers que j'ai eu l'ambition dans cette revue de traiter, c'était l'art et la morale. Ah oui. Donc, c'était, disons, la littérature, mais la littérature de pointe, très élevée. Mais cette revue vous a permis de connaître beaucoup de gens en même temps. Bah, c'est elle qui me fera connaître Gide. Oui. Parce que une revue, quand on crée une revue, Robert Mallet d'ailleurs était de cet avis, puisque nous avons fondé cette revue ensemble. Cette revue, une revue quand on est très jeune, ça permet d'écrire librement ce qu'on a envie d'écrire. Ce que Barrès appelait les orphéons. Car c'est Barrès qui appelait les revues comme la mienne, les orphéons. Bon. Ça permet d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on pense, etc. Bon. Eh bien, quand, si un jour vous tombez sur la collection d'Arts et Idées, vous verrez qu'au contraire, la politique, on s'en préserve au point que on répète sans arrêt, je répète sans arrêt, le slogan « L'art sans étiquette ». Oui. C'est la devise de la revue. Voilà. Bon, mais quand vous avez été voir Gide, c'était pour lui demander quoi? Ah non, c'est pas passé comme ça. Avec la présomption qu'on a à cet âge, on se croit tout permis. Entre autres de s'adresser à un grand bonhomme comme Gide. Il m'avait déplu de trouver dans le Figaro un écho sur Gide qui, s'adressant à la jeunesse soviétique, lui disait que, en fin de compte, la jeunesse soviétique était moins décevante que la jeunesse française, et que lui, le père de Nathanaël, se trouvait plus à l'aise avec les jeunes soviétiques, en fin de compte, presque qu'avec les jeunes français. C'était l'époque où Gide baignait dans l'euphorie la plus totale. C'est l'époque de son engagement, et qui nous vaudra d'ailleurs, après les bouquins qu'il a écrits sur ce retour de l'URSS, etc., et retouche du même ouvrage. Gide, à ce moment-là, aurait déclaré cela à Moscou, ayant une revue qui s'intitule « L'art sans étiquette », est devenu, comme je le suis à ce moment-là, un fervent lecteur de Gide, et aimant beaucoup Nathanaël. Je dois dire que voir Nathanaël annexé par son auteur lui-même, engagé dans cette histoire de la jeunesse soviétique, ne pouvait que me faire réagir. Je réagis donc dans Arts et Idées, lettre ouverte à André Gide, vous vous rendez compte, le style, lettre ouverte. Quel âge aviez-vous? 23 ans. Et lettre ouverte à André Gide, etc., où je reproche au maître d'engager son enfant Nathanaël de cette manière aussi brutale et aussi décevante.
Et quelle n'est pas ma surprise de recevoir, dans les jours qui suivent, une lettre écrite à Cuverville par André Gide, répondant à ma lettre ouverte et me priant de bien vouloir publier la sienne réponse dans le prochain numéro de ma revue Arts et Idées. Vous rendez-vous compte, Pierre Assouline, l'effet que ça a pu avoir sur moi, André Gide me répondant. J'avais pas écrit du tout en pensant qu'il pouvait me répondre, mais pas du tout, du tout. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré? Alors, à la lettre, je publie la lettre de Gide, pensez bien. Je maintiens un peu ma position parce que c'était un peu trop facile de dire que il avait été mal compris, qu'il avait été victime de traducteurs et tout ça. Bref, comme un teigneux que je suis à cette époque, question d'âge, je publie cette lettre, j'ajoute un PS de ma veine, et où je maintiens un petit peu mon point de vue, etc. Et là, il m'écrira une autre lettre en me disant qu'il regrette beaucoup ce malentendu et qu'il aimerait que je trouve le chemin de la rue Vaneau un dimanche, car c'est le dimanche en général qu'il consacre à ses visiteurs, et qu'il m'invite à venir rue Vaneau, le rencontrer et bavarder avec lui. Et c'est comme ça qu'un jour, je prends le chemin de la rue Vaneau et je rencontre Gide. Et finalement, parce que ça se passe environ vers 36, Ouais. 37, finalement, vous êtes devenu assez rapidement de ses proches, puisque c'est très vite qu'il vous a demandé d'être son Ouais. secrétaire. Oui, je dois dire que ça a été pour moi encore ce que j'appellerais une annexe de la Sorbonne. C'est-à-dire que j'ai appris en fréquentant cet homme plus que n'importe quelle année de Sorbonne, enfin. Mais ça consistait en quoi être le secrétaire de Gide en 37? Ça consistait à ouvrir le courrier, répondre à certaines lettres auxquelles il ne voulait pas répondre, lui-même donner d'ailleurs les instructions pour que la rédaction soit facile et suivant son goût. Faire du rangement de son courrier antérieur, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert des lettres extraordinaires, dont une correspondance avec Gourmont, et comme je continue d'être quand même sous le charme de Gourmont, je lui demanderai s'il veut bien me les prêter pour les publier dans ma revue Arts et Idées, et il y consent. Faire le classement donc, du courrier antérieur, et puis lire, relire certaines épreuves. Et à l'époque, c'était les épreuves de son journal qui allaient être publiées dans la Pléiade. Ça a duré combien de temps, ce secrétariat? Jusqu'à la guerre. Est-ce que ça vous a permis aussi de côtoyer des gens que vous n'auriez jamais vus? Bien sûr, Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué à ce moment-là, rue Vaneau? oui, Saint-Exupéry. Ah oui. Saint-Exupéry, un homme d'une grande richesse humaine. C'était vraiment un plaisir de voir cet homme. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combel s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation, Marie-André Arminaud. Ce premier volet d'À voix nue a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 1988.
Les Nuits de France Culture, à voix nue, Lucien Combel au micro de Pierre Assouline. Deuxième volet d'une série de 5. À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. Deuxième entretien, 1940-1942. À partir de quand vous avez sauté le pas, si je puis dire? Si je comprends bien, vous voulez employer des mots extrêmement polis, courtois. Sauter le pas, je suis devenu le collabo. Non. À ce moment-là, il ne s'agit pas encore de collaboration. Non. Donc, j'emploie pas ce mot-là. Quand je dis sauter le pas, c'est sauter le pas moralement, intellectuellement et politiquement. Qu'est-ce qui fait que le jeune secrétaire de Gide démobilisé se retrouve un jour ou l'autre dans un journal collaborationniste? Voilà. Bon, j'aime mieux ça. Je suis d'ailleurs, il faut bien le dire, bouleversé par cette défaite. Je n'en crois pas, mais ni mes yeux ni mes oreilles. Je refuse tout ça, je me dis c'est pas possible, mais qu'est-ce que... Bon, très bien. Je me trouve d'ailleurs en période de pré-démobilisation quand il y a l'appel du 18 juin, puisque je ne le suis qu'en novembre. Après j'entendrai l'appel du maréchal Pétain. Tout ça ne m'influence pas, ne me chatouille pas. Enfin, l'appel du 18 juin, vous ne l'avez pas entendu. Et à la limite... Si, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu? Vous êtes des rares qui ont entendu. Ah, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dans le Lot, alors que j'étais hospitalisé et que la nuit, je trichais avec le règlement pour aller dans le bistrot, l'auberge du village. L'hôpital se trouvait à Alvignac, dans le Lot. Et... j'allais au bistrot, sûr d'y trouver quand même quelques amis troufions comme moi en attente d'être démobilisés, et c'est là que j'ai entendu l'appel du 18 juin. Mais bien sûr. Non, ils ne sont pas nombreux. Alors, quelle impression ça vous a fait quand vous l'avez entendu? L'impression de vivre quelque chose d'assez extraordinaire, car pour moi, c'était en fin de compte un général rebelle, puisque, entre-temps, il y avait eu une sorte de gouvernement qui s'installait à Vichy, et qui me paraissait être une sorte de suite... Bon, la France était vaincue, elle était écrasée. J'avais vécu, moi, l'exode d'une manière épouvantable. J'avais vu les foules, le peuple de France sur les routes, tout, un désordre, une chienlit terrible. Bon, j'avais vécu tout ça. L'occupation allemande, je n'en avais aucune notion. Je pouvais pas, je savais pas ce que c'était d'abord. C'était un événement, ça aussi. Mais je me trouvais donc en zone dite libre. Bien. Alors, l'appel du 18 juin, ça vient en même temps que le gouvernement de Vichy. Pour moi, c'est un monde tout à fait à part. Mais pour vous, c'est un factieux qui s'exprime depuis l'étranger, de Non, Gaulle à Londres? c'est un rebelle. Rebelle. Ah, je tiens beaucoup au mot rebelle. Je trouve ça sympa d'ailleurs, si vous voulez. Oui. Parce que mon tempérament me fait toujours aimer les rebelles. Déjà à l'époque, vous aimiez les rebelles? Ah oui, oui, oui. Pourtant, ça vous a pas tenté de suivre ce rebelle? Ah, c'est autre chose, là. Vous débordez sur un terrain extrêmement important, parce que vous allez m'obliger alors à vous expliquer pourquoi j'ai cru, par exemple, à la collaboration. Oui, mais attendez, on va y venir. Mais alors, là, non, mais ne là, me pressez pas. Non, mais là, précisément, pourquoi est-ce que ce rebelle ne vous a pas tenté si vous avez un tempérament de rebelle? Je n'ai pas dit que j'avais un tempérament de rebelle, je vous ai dit que j'aimais les rebelles.
C'est très différent. Très différent. L'image du rebelle me plaisait. Parce que l'appel que vous avez écouté après celui-ci, celui du maréchal Pétain, c'est vraiment pas celui d'un rebelle. Ah, pas du tout. Et cet appel-ci, celui de Pétain, est-ce qu'il vous a marqué? Il m'a paru réconfortant et rassurant parce que c'était une voix chevrotante d'un bon grand-père qui rassurait ses pauvres enfants. Tandis que l'autre, il rassurait pas du tout, lui. Il disait la guerre n'est pas terminée, il faut continuer. Ça avait de l'allure. J'y croyais pas. Non. Non. Vous n'y croyez pas, c'est-à-dire que vous pensiez que c'était sans espoir de se retrouver à Londres avec Ah oui, une poignée complètement. de... Complètement. Oui. Ah oui, oui, oui. Une utopie, donc. Une utopie. Oui. Absolument. Et à partir de ce moment-là, vous êtes donc resté à Paris, en zone dite occupée. Oui. Et quels ont été vos premiers contacts? Comment ça s'est passé? Avec, et politique et journalistique. Journalistique et pas politique tout de suite. Journalistique, oui. Je me suis trouvé en contact assez rapidement avec un garçon qui avait créé un périodique de spectacles. Mais comment êtes-vous passé de ce journalisme-là à l'autre, beaucoup plus engagé? Est-ce que c'est à cause de certains hommes, certains amis, par leur truchement, ou bien est-ce que c'est une évolution politique personnelle? Je n'aime pas beaucoup, Pierre Assouline, coller des responsabilités aux autres. À l'époque, j'ai retrouvé un ami de l'avant-guerre, Georges Pelorson, qui d'ailleurs avait retrouvé lui aussi ses amis d'avant, Raymond Queneau, Jean Dasté et Pelorson. C'est là où le piège du collabo de service se referme. Pelorson avait politiquement fait un choix, puisque peu de temps après, je le retrouverai au secrétariat général à la jeunesse de l'Amiral comme secrétaire général adjoint. Donc, je le retrouve assez rapidement dans les eaux de Vichy. Alors que je n'y suis pas, moi. Mais il y a là, si vous voulez, toute une activité intellectuelle. C'est l'époque d'ailleurs où ça fuse de partout, puisque c'est l'époque où se créent dans Paris des groupuscules politiques, des mouvements qui vaudront d'ailleurs plus tard des polémiques tout à fait ridicules. Je dis bien ridicules. Vous pensez à qui et à quoi? Robert Hersan. Oui. Parce que Robert Hersan, en faire de lui ce qu'on a voulu en faire, c'est vraiment grotesque. Oui. Ça, je sais ce que je dis. Quand on connaît Hersan, ses origines, on sait que l'homme n'est pas du tout, n'a jamais été comme on a voulu le faire croire, une sorte de nazi, de SS, de je sais pas quoi, pas du tout. Il a été, lui aussi, il doit avoir aujourd'hui, je crois, 68 ans. Il me suit de quelques années, hélas, je suis plus vieux, mais il a été un homme qui, comme beaucoup d'autres, à la défaite de 1940, alors qu'il avait déjà quelques options et surtout quelques ambitions. Ça alors, si un mot va bien à un personnage, c'est bien le mot ambition.
Mais revenons à... Donc, Je reviens à la avec guerre. plaisir, oui. Oui, à tous ces groupuscules, cette floraison de groupuscules, Ouais. de journaux, Ouais. de mouvements... Bon, aucun de ces groupuscules ne m'attire, ne me séduit. Un seul hebdomadaire, à l'époque, me paraît avoir le style de... Non, un seul hebdomadaire me paraît pouvoir accueillir des écrits que j'ai envie de rédiger. Ce journal qui est susceptible de publier mes récits historiques, c'est La Gerbe. Pourquoi La Gerbe ? Parce que elle a adopté au départ la formule des hebdomadaires d'avant-guerre qui, eux aussi, étaient publiés des récits historiques ou des romans, c'était ou Candide ou Gringoire. C'est vraiment une sorte... La Gerbe avait repris cette espèce de look journalistique. Et c'est comme ça que j'offrirai à La Gerbe mes écrits historiques. La Gerbe, qui est donc le journal hebdomadaire d'Alphonse de Chateaubriand. D'Alphonse de Chateaubriand, Qui lui est un homme engagé. est un homme engagé, qui est l'auteur de La Gerbe des Forces, Oui. qui est un écrivain catholique rallié il faut bien le dire, au nazisme. Mais il était quand même président du groupe Collaboration. Collaboration, absolument. Et quand j'envoie ma copie à La Gerbe, je n'y connais personne. Je n'y connais même pas Alphonse de Chateaubriand. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est par ce truchement journalistique que vous entrez en politique ? Ah non. Pas du tout. Ah non, ce serait tricher que de vous Mais à répondre l'époque, ça. politiquement, vous étiez quoi Ah, je suis encore sous le choc de l'événement. de la défaite ? Ah oui, absolument. Et là, je suis pas du tout décidé à reposer mon pied dans une chapelle quelconque. Absolument pas. Et parmi les gens que vous connaissiez, les jeunes journalistes de l'époque, alors je pense à Georges Pellerson, mais aussi à Claude Roy, et il y a plusieurs autres, et un certain nombre sont allés directement à Vichy, dans ses secrétaires à la jeunesse, pour y travailler, et en sont partis plus ou moins rapidement. Est-ce que vous avez été tenté par Vichy ? Pas du tout. Pas un instant. Vichy ne me tente pas pour une simple et bonne raison que ça me paraît tout de suite comme ça, sans y être allé d'ailleurs. C'est plus tard que j'irai. Pour d'autres raisons. Et pour d'autres raisons. Mais Mais en 40-41, pas du tout. pas du tout, parce qu'au départ, ça me paraît être d'abord trop chrétien, trop catholique pour mes goûts. Je suis déjà, hélas, sur le chemin de l'athéisme, qui m'a déjà pris quelques années avant, mais je trouve ça très curé, très patronage, très bonne sœur, très patronage, je trouve pas d'autre mot. Pas assez rebelle à votre goût, quoi. Voilà, ça oui. Oui. Pas assez anarchiste non plus. Oui. Pas assez... Il n'y a pas de drapeau noir. Écrivain, inculpé d'intelligence avec l'ennemi pour écrits collaborationnistes durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut secrétaire d'André Gide et puis aussi secrétaire de Drieux-La Rochelle, mais entre 1941 et 1943. Il a été journaliste de la revue du mouvement social révolutionnaire, La Cagoule, dont il est devenu rédacteur en chef. Lucien Combel. Il affirmait dans le 3e volet de cette série d'avoix nues accordée à Pierre Assouline en 1988 qu'il ignorait totalement l'existence des camps de concentration, d'extermination. Il se dit non vichiste, non fasciste. Lucien Combel, sujet de la série d'avoix nues diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. 4e entretien, 1945-1952. Votre procès, Lucien Combel, va arriver très tôt. Oui, C'est parmi les premiers. oui. Ce qui est une grande malchance en l'occurrence, puisqu'on Oui. sait maintenant que les premiers épurés ont écopé pour tous les autres. Oui, Donc votre procès, c'est à la fin de l'année 44. voilà. Est-ce que... Mais je ne me plains pas, Pierre Assouline. Non, mais... Un réquisitoire de peine de mort
15 ans de travaux forcés, c'était, si j'ose dire, avoir une chance extraordinaire. Vous avez eu 15 ans. Oui. Vous avez été condamné à 15 ans de travaux forcés. Voilà. Après des témoignages, après bien des témoignages lettres. qui ont été, oui. Des témoignages qui ont été tous d'ailleurs des témoignages de faveur, aussi bien du révérend père Philippe de la Trinité, membre du CNL, Du Front National. Front National, comme d'ailleurs le témoignage de Gaston Boyer, directeur de l'Ibessoir, comme le témoignage d'André Gide, témoignage épistolaire. J'en oublie peut-être 3-4 comme ça. Des témoignages, bon, tous favorables. C'était assez normal parce que je n'avais, pendant l'occupation, commis qu'un crime. Celui d'être idéologiquement pour l'occupant, pour ce qu'il représentait par le nazisme. J'y ai cru. Vous appelez ça un délit d'opinion? Oui. En tout cas, c'est ce qui a été plaidé par mon avocat, qui, au réquisitoire de peine de mort, a plaidé, lui, l'acquittement. Pour délit d'opinion. Oui. Mais vous croyez quand même pas que vous soyez acquitté? Non, pas un instant. Pas un instant. Et vous avez été interrogé par les 2 magistrats instructeurs qui sont occupés des dossiers de l'épuration des journalistes et des écrivains. Oui, mais j'ai eu, moi, le moins redoutable de tous. C'était qui? L'un s'appelait Raoul, et le mien s'appelait Angéras. Alors lui, disons que par rapport à Raoul, il ne mettait aucune haine dans ses interrogatoires, et il a plutôt le souci de me faire comprendre que je m'étais mis dans un cas extrêmement grave. Parce que quand je lui répondais, j'avais toujours le sentiment de lui dire, mais enfin, voyons, la guerre c'est la guerre, les idées c'est les idées, etc. Et lui ramener ça à quelque chose de très précis, il me disait, mais, Combel, vous avez suffisamment de mémoire pour vous souvenir des tribunaux révolutionnaires. Les cours de justice ne sont pas autre chose que des tribunaux révolutionnaires. Vous n'allez pas être jugé par des magistrats, vous allez être jugé par des militants politiques qui sont vos adversaires. N'attendez pas d'eux le moindre cadeau. Ayez bien conscience de cela. Et ayez conscience que vous risquez la peine de mort. Voilà. Le dossier d'un magistrat instructeur pour un journaliste qui va être épuré, en principe, il était constitué essentiellement d'articles, finalement. Oui. C'était le cas du vôtre? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Essentiellement. Oui, mais ils avaient choisi... ils choisissaient quand même les articles les plus... Oui, bien sûr. Plus durs. Vous parliez de haine tout à l'heure. Il y a une personne que vous avez toujours qualifiée de haineuse pourvoyeuse d'échafaud. C'est la chroniqueuse judiciaire de l'Humanité, Madeleine Jacob. Absolument. Est-ce que vous aviez de la haine pour elle? Du tout. Du tout. Je l'ai regardé d'ailleurs dans la tribune de la presse. Je vous avouerai que cette présence féminine d'une femme, je me souviens très bien de sa chevelure très noire et de sa peau un peu bistre, cette présence-là, au contraire, avait quelque chose pour moi d'apaisant. Une femme au milieu de ces requins de chroniqueurs judiciaires, je savais qu'avec elle, je n'aurais pas le moindre cadeau. Mais cette présence, la présence féminine est une présence pour moi qui a toujours été apaisante. Où que ce soit, et pourquoi que ce soit. Une femme, c'est apaisant. Quand vous avez été condamné à 15 ans de travaux forcés, en décembre 1944, Lucien Combel, avez-vous eu la conviction, le sentiment que vous feriez ces 15 ans? Ah oui. Vraiment? Bien sûr. Oui. Ah oui, parce que il faut vous dire que les premiers mois de détention à Fresnes, et ce sont
déroulé dans un climat très haineux. Je parle bien sûr de l'administration pénitentiaire. Il n'y avait pas plus zélés résistants que les surveillants. Qui étaient les mêmes qui avaient surveillé Bien les sûr. prisons de l'occupation pleines de bien sûr, communistes. Bien sûr, mais ça c'est... On apprend à vivre en prison. Je ne regrette pas mes années de prison, moi. Ils m'ont beaucoup appris à vivre. À vivre autrement et à voir les choses autrement. Aujourd'hui, pour moi, 15 jours de prison, c'est une rigolade. Mais Je le dis sans forfanterie, là. vous avez été à Fresnes, vous avez été à Poissy. Alors là, j'ai fait 11 établissements pénitentiaires. D'abord parce qu'il y a eu des transferts pour des raisons de sécurité. L'administration pénitentiaire avait un souci, c'était de changer les détenus politiques d'un établissement, les mettre dans un autre, pour éviter toute espèce de complot de création d'un mauvais esprit, etc. Bon. Alors, j'ai subi les premiers transferts normaux, c'est-à-dire d'une centrale à une autre centrale. Première centrale, Poissy, qui est un des souvenirs les plus hallucinants que j'ai conservés du monde carcéral. Un Poissy qui n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui c'est, même. Après, ça a été Aix, la centrale d'Aix, dans le Lot-et-Garonne. Et alors là, il y avait au gouvernement français des radicaux socialistes et des socialistes qui ont commencé à desserrer les écrous, pas à lever les écrous, mais à les desserrer pour améliorer le système pénitentiaire à l'égard de ce qu'il était convenu d'appeler les politiques. Alors là, j'étais donc, disons, à mon troisième établissement pénitentiaire. Là, on m'a offert d'être transféré dans un camp. Et dans ce camp, il y avait un système très libéral, il faut bien le dire, celui des commandos. Commandos, dans un pays de vignes, qui allait faire les vendanges chez les paysans. Avec bien sûr la promesse de ne pas s'évader. J'en reviens, Lucien Combel, au début de votre incarcération. Je fais un petit retour en arrière, en 45. Début 45, vous étiez donc à Fresnes. Et bon, le premier coup de tonnerre pour vous, c'est quand même le 6 février. Ah oui. Qui rappelle un autre 6 février, mais enfin qui n'a pas la même dimension. C'est l'exécution de votre ami Brasillac, voilà, qui était aussi votre compagnon de cellule. Voilà. Et alors pour moi, bien sûr, c'est un événement très évidemment dans ce grand silence du jour qui se lève dans la prison, dans la première division, les moindres bruits étaient répercutés. On était venu chercher Brasillac pour le fusiller. On entendait donc le bruit des pas, le bruit des magistrats, des pas des magistrats, enfin, je n'étais pas hors de ma cellule pour voir la scène. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce silence, car les surveillants à ce moment-là ferment absolument toute possibilité de regarder, de voir, de satisfaire une curiosité, hélas, inutile. Dans ce grand silence, j'ai entendu en effet partir le cortège et la voix de Brasillac dire « Au revoir Henri Béraud, au revoir Lucien Combel ». Je dois dire que quand on sait ce que ça veut dire, on sait que quelques instants plus tard, cette voix qu'on entend,
sera celle d'un homme fusillé. C'est très impressionnant. Est-ce que dans les premiers mois de votre incarcération, avant et après l'exécution de Brasillac, en lisant les graffitis qui étaient sur les murs, est-ce que vous avez pensé à ceux qui ont été fusillés avant vous? Mais bien sûr. Est-ce que vous vous êtes senti soit une complicité avec ses prédécesseurs, soit peut-être indirectement ou directement une responsabilité dans leur sort? Ah, vous revenez toujours au problème de responsabilité. Je voulais employer aussi un autre mot, si vous permettez, celui de solidarité. Leur misère, brusquement, je me disais, la voilà, tu la vis toi-même aussi. Bon, nous sommes en fin de compte des ennemis, mais nous sommes plongés dans la même nasse, dans la même nuit. Responsabilité, vous voulez dire que je devais imaginer que ce que j'avais écrit aurait pu mener quelqu'un à ma place? Oui. Mais il aurait été forcément alors du même bord que moi. Non, mais quelqu'un à votre place avant vous. Je veux dire, les prisons de l'occupation ont été remplies de communistes, de résistants, de francs-maçons, de juifs qui ont été parfois déportés. Oui, mais... de notre côté, la presse de la collaboration, je ne parle pas des dénonciations, qui sont quelque chose de ponctuel. Oui. Je parle d'un système, d'un processus qui fait que dans cette guerre-là, chacun ayant choisi son camp, ceux qui étaient dans votre camp ont quand même... Pierre Assouline, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais toujours eu une démarche vers l'adversaire. Je ne peux pas mieux vous dire. Ce qui me frappe dans la plupart de vos déclarations et dans vos écrits par la suite, c'est quand vous parlez des prisons de l'épuration, vous dites toujours le bagne. Or, quand on dit le bagne en France, on pense à Cayenne, on pense à des gens qui ont des fers aux pieds et des chaînes et des boulets. Une vision un peu anachronique du bagne, mais le bagne, c'était quoi précisément pour vous, le bagne? C'était d'abord les travaux forcés et les maisons centrales. Or, en fin de compte, lorsque nous serons épurés en 44-5, depuis combien d'années le bagne de Cayenne est-il supprimé? Depuis peu d'années. C'est-à-dire que si nous avions été condamnés aux mêmes peines un peu avant la guerre de 40, nous étions déportés en Guyane. Donc là, en tant que bagnard, comme vous dites, vous n'aviez pas les chaînes aux pieds? Que si... Toute la journée? Pas toute la journée, mais nous les avions en certaines circonstances. Par exemple, lorsque nous avons été transférés de la centrale de Poissy à la centrale d'Aix et que nous sommes allés prendre un train à la gare de Poissy qui devait ensuite, par des lignes périphériques, rejoindre la ligne d'Aix qui devait passer par Limoges, nous avons fait tout ce trajet, chaîne aux pieds, chaîne aux mains. Je présume que vous avez quand même, sans avoir les journaux, des nouvelles de l'épuration en train de se faire dans votre prison. On appelait ça la radio. On appelait ça la radio, vous savez, un nom. C'était un peu un mot comme radio chiotte, enfin. On n'y attachait pas d'importance, mais on y croyait. On croyait qu'il y avait parmi les détenus des gens mieux informés que les autres. Ne serait-ce que par les parloirs. Et les nouvelles que vous en aviez, vous rapportez quand même des choses qui faisaient penser que les condamnés de la première heure, comme vous, avaient copé pour les autres, que ceux qui étaient venus 2-3 ans après, comme Rebatté par exemple, et l'équipe de Je suis partout, avaient moins souffert. Est-ce que la leçon qu'on pouvait en tirer, c'est que finalement, d'avoir quitté la France, ce que vous vous refusiez à faire, eh bien, ça pouvait sauver des vies, ça pouvait sauver la vie d'un futur épuré, alors que la position la plus honorable, la plus digne, celle qui consistait à rester pour être jugé, celle qui était la vôtre, au départ de quelques autres, était la plus difficile à soutenir? Oui, mais là, vous commettez une erreur permettez-moi de vous le dire, une erreur de date. Les bruits, les infos arrivant comme ça, de bouche à oreille,
C'était valable dans la période où nous étions dans des centrales où il y avait la loi du silence, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il fallait donc s'en tirer par ces sortes d'informations tout à fait... Mais cette coercition n'a duré que 2 ans. Donc, on peut dire qu'à partir de 46, 47, le régime pénitentiaire s'est assoupli au point que, dans les prisons que nous allions connaître après, nous avions des moyens d'information normaux. En ceci qu'on pouvait avoir, à la centrale d'Aix, on pouvait, sans se mettre en état d'infraction, mériter le pire des mitards, on pouvait se procurer la dépêche de Toulouse, par exemple. Ah oui, quand même. Voilà. Mais quand vous avez vu les comptes rendus des procès d'épuration, quand vous avez vu les témoignages... Ceux de cette époque. Oui. Ceux de l'époque Oui. où il y avait enfin de l'information. Enfin, l'information. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment quand même que, finalement, beaucoup de vos anciens amis étaient des gens de double jeu, puisqu'il semble que tout le monde ait pratiqué le double jeu à ce moment-là. Oh là. Est-ce que ça n'a pas été pour vous un moment de franche déception et de grande amertume? Mais bien sûr. Bien sûr, et puis venant de gens d'ailleurs, on s'attendait même pas à cela. Vous me ferez pas dire des noms. Non, mais je vais pas vous Mais les faire je dire. pense Oui. à des personnages très précisément, Nous pensons aux mêmes personnes. sans aucun doute. Et qui se sont retrouvés, en effet, se révélant au cours de leur procès, agents de l'intelligence service, donnant des renseignements aux Anglais. Ahurissant. C'était ahurissant parce que on s'attendait pas à cela. Vous me direz que le propre d'un agent double, c'est de rester très discret, s'il veut vraiment bien faire son boulot. Simplement que j'en ai tiré moi tout de suite une conclusion. J'étais heureux de ne pas être dans leur peau, car j'aurais été très malheureux de devoir, pour essayer de sauver ma peau, révéler que j'étais un agent double, ou que j'étais en train de renseigner je ne sais qui. Ou inventer que vous faisiez le double jeu. Inventé. Parce que la déception pour vous, c'est pas seulement que c'était des anciens confrères avec lesquels vous avez travaillé dans les mêmes journaux, mais surtout, certains d'entre eux étaient des amis. Voilà, certains, oui. Certains. Oh oui. Mais je ne dirai pas de nom. Mais je ne vous les fais pas dire. Il y a quand même, dans toute cette boue qui suit la libération, et dans tout ce qui vous est arrivé, il y a quand même une lueur en prison. C'est en 1950, en novembre 1950, un article dans le Figaro. J'ai une Mauriac. Celui de François Mauriac, Le supplice par l'espérance. Voilà. Il est important parce que c'est dans le Figaro et parce que c'est de Mauriac qui n'était pas précisément un de vos amis politiques. Absolument. Et donc en 50, peu avant que Paulan publie sa lettre ouverte au directeur de la Résistance, et Mauriac prend le parti des épurés, on peut le dire, et il écrit notamment: l'amnistie n'a plus guère de valeur du point de vue de la réconciliation française. Il écrit encore: quels sont donc ces patriotes intraitables, ces citoyens incorruptibles qui ne veulent pas entendre parler de clémence? Quels sont ces jacobins austères à qui leur vertu interdit le pardon, et peuvent-ils se regarder sans rire? Et Mauriac écrit enfin, à la fin de cet article du Figaro, à la une du Figaro: entre les collaborateurs qui ont joué la carte allemande avec prudence et selon leur intérêt du moment, et qui plastronnent aujourd'hui aux premières places, et d'autres qui, étant fascistes par conviction, comme Brasillac et comme Druy à La Rochelle, se sont jetés à corps perdu dans le mirage d'une Europe unifiée grâce à Hitler et ont payé cette très coupable erreur de leur vie
je sais quant à moi quels sont ceux que je ne méprise pas. Alors, venons de Mauriac, qui citait dans cet article Brasillac fusillé, Béraud condamné à mort et Combelle incarcéré. Et je crois que ça a dû quand même faire chaud au cœur de lire le Figaro ce jour-là. Je lui ai même écrit. Que lui avez-vous dit? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à la lecture d'un papier comme ça? Combien ça m'avait ému et noué les tripes de lire un texte pareil et sous sa signature. Quand avez-vous été libéré? En liberté conditionnelle. Par la générosité de Vincent Auriol. Donc en 51. Voilà. Vous avez donc fait 6 ans de bagne. 7 ans. 7 ans. Donc la moitié de la peine à laquelle vous aviez été condamné. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être amnistié? Non, pas du tout. La liberté conditionnelle, c'est pas une liberté totale. Il faut déjà trouver un répondant, ce qu'on appelle une référence. Cette référence, je l'ai trouvée dans le Cantal, parce que j'avais là un parent qui était encore maire de sa commune, qui était un ancien combattant de la guerre de 14-18, blessé abominablement, un rescapé de Verdun, ou je ne sais plus quelle bataille, qui était bien sûr un personnage indiscuté et indiscutable, qui était maire de son pays à travers, 30-40 ans de sa vie, et il s'était porté garant de moi. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que pour les Parisiens, la guerre s'arrête en 44. Pour les Français, la guerre s'arrête en 45. Ah oui, pour ça. Lucien Combelle, la guerre s'arrête en 1951 finalement. Oui, absolument. Pour vous, c'est là la fin de la guerre. Ah oui. Alors, comme ça clôt une période, c'est le moment quand même de vous demander si vous avez des regrets par rapport à ce que vous avez pu écrire pendant l'occupation. Des regrets de quoi? Sur quoi? Sur vos écrits. Est-ce qu'il y a des phrases, est-ce qu'il y a des articles que vous regrettez d'avoir écrits? Ah, incontestablement. Ah oui. Avec le recul, je me demande parfois même comment j'ai pu aller si loin dans des convictions idéologiques. Oh, mais je parle pas d'aujourd'hui, je parle en 51. En 51, quand vous jetez un regard en arrière, quand votre guerre est finie, à vous, Ah oui. vous regrettez vos écrits? Certains Il d'entre n'y a eux. pas encore assez de recul au moment 51. Il n'y a pas de recul encore assez, Ça suffisamment. se sent parce que vous publiez en 51 un livre, Prison de l'espérance, Oui, dans lequel vous racontez l'occupation et, Oui. et l'épuration. Et on sent que vous n'êtes pas encore tout à fait serein par Non. rapport à tout ça. c'est vrai. Il n'y a pas encore de recul. Le recul viendra plus tard. Et aujourd'hui, quels sont vos regrets par rapport à cette époque? D'avoir été d'un bout à l'autre, mais ça peut remonter aussi à mon enfance, complètement à côté de la plaque, hors du sujet, Marginal? oui. Parce qu'en fin de compte, je suis un marginal, fils d'ouvrier, quand je me mets à lire, à 15 ans, à lire Maurras. C'est pas pensable. Je suis né dans un quartier ouvrier, j'aurais dû rester, en fin de compte, un fils ou un petit-fils d'ouvrier. Et après, quand vous faites Arts et Idées, vous êtes encore un marginal, dans une revue qui l'est? Ah bah oui, mais alors à ce moment-là, j'ai, en quelque sorte, trahi. Enfin, c'est ça, une trahison, là. J'ai trahi ma classe sociale. Je fais de l'élitisme bourgeois. Et après, vous avez trahi la littérature, Oui, en vous dévoyant dans la voilà, politique. oui. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas d'être un dévoyé.
Est-ce qu'on aurait pu appliquer le terme de non-conformiste Si vous voulez. plutôt que marginal? Parce que marginal... Il y a quelqu'un qui a, quand j'ai publié la suite de Péché d'orgueil, a rédigé la prière d'insérer au dos de et me compare au neveu de Rameau. Je ne suis pas tout à fait le neveu de Rameau, mais il y a un peu de ça. Je suis quand même un peu parasitaire dans toute cette histoire, d'un bout à l'autre. Est-ce que je me demandais en revoyant un film, Lacombe Lucien, Oui. et en repensant Lacombe Lucien, Combel Lucien, Lucien Oui. Combel, Oui. cette assonance, je me demandais si vous aussi, en 1939, après avoir écrit pour d'Adam Marianne, Contre-Action française, eh bien, s'il y avait eu un grain de sable, peut-être que votre itinéraire aurait complètement dévié et que votre vie aurait été complètement différente. Parce que à partir du moment où en 40, après votre démobilisation, vous entrez dans la gerbe et votre vie, votre avenir est entièrement tracé. Car de se passer de collabo, jamais vous vous remettrez. J'en doute pas, non? Jamais. N'oubliez quand même pas la clé maurassienne qui fait de moi quand même un homme qui n'arrive pas à avaler la démocratie. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combel s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation Marie-André Arminaud. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 juillet 1988. Les Nuits de France Culture, suite et fin de la série d'À voix nue, diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucien Combel s'entretient avec Pierre Assouline. 5e et dernier entretien, 1952-1988. En 1951, Lucien Combel, un de vos premiers gestes en quittant la prison, finalement, c'est d'écrire et de publier. Et vous publiez coup sur coup deux petits livres. L'un, c'est Prison de l'espérance, où on a l'impression que vous, non pas vous réglez vos comptes, mais vous mettez les choses au point par rapport à vous-même sur l'occupation et la libération et l'épuration.
Et puis l'autre, c'est Je dois à André Gide, qui est un livre où vous dites votre dette à André Gide. Alors, puisqu'on va maintenant passer à autre chose, qu'est-ce que vous lui deviez à Gide? Un grand morceau de ma culture générale. Enfin, c'était un homme tellement étonnant à écouter, à voir vivre même. Malgré son égoïsme et son égotisme, son repli sur lui-même, son côté quand même très, en plus de ça, très bourgeois, grand bourgeois, qu'on n'appréhende pas toujours, tout de suite, du premier coup. C'est un homme qui donnait à ses familiers une envie de toujours mieux le connaître, d'aimer la littérature, ce qu'il aimait aussi lui, de lire, en fin de compte, un peu sous son influence, un peu aimer les auteurs qu'il aimait. Et avec Gide, ça vaudra pour Simenon comme pour Bossuet. Bossuet, oui, en effet. Puis Montaigne. Fantastique. D'ailleurs, il était lui-même un peu Montaigne. Bref, pour moi, Gide, ça a été une sorte de faculté privée. Pour un autodidacte, c'est un grand privilège. Voilà, énormément. Alors, ce petit livre qui est introuvable aujourd'hui avait eu la presse à l'époque, et bon, j'ai retrouvé quelques coupures. Un journal dit, titre, « Un secrétaire fidèle, celui-là au moins ne débine pas son patron quand il est mort. » Parce que, en faisant allusion à votre assistance auprès de Gide avant la guerre. Bon, beaucoup de journaux, Rivarol, mais d'autres, ont également relevé ce mot de Gide que vous rapportez dans votre livre. Je cite, c'est un mot de Gide en 1936, à l'époque du Front populaire, et sur la manière dont Léon Blum avait composé les gouvernements. Et Gide, vous avez dit, c'est une maladresse, n'est pas la première. Depuis Dreyfus, les Juifs sont assis sur leur triomphe et ils sont insupportables. Et ça, c'est une des choses qui a été le plus reprise. Alors, ce qu'on a aussi remarqué dans les critiques, c'est que vous, contrairement à Jean-Jacques Brousson, vous n'avez pas essayé de faire comme lui avait fait Anatole France en pantoufles. Vous n'avez pas fait Gide en pantoufles. Vous ne montrez pas les petits côtés et choses comme ça, les anecdotes, parce que, bon... D'abord, les pantoufles n'auraient pas été à Gide. Puis alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'article de Roger Stéphane dans Les Temps modernes. Un article très intéressant qui conclut en disant « Si certains disent qu'il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, ce livre témoigne que M. Lucien Combel n'est pas un valet de chambre. » Et il dit que c'est un livre de pieuse amitié. C'est ainsi que vous l'auriez pensé, ce livre? Pieuse amitié? Vous n'êtes pas méchant pour Gide. Je ne suis pas méchant, je n'ai pas à l'être. Non. Je vois pas pourquoi j'aurais été méchant pour Gide. Quand je dis méchant, je dis que vous n'êtes pas très critique. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut dire aussi que je suis dans une situation de débiteur. Après tout, je n'ai même pas... j'ai 20 et quelques années. Je suis le jeune débutant en littérature. Et je suis éperdu d'admiration pour un homme dont j'ai lu beaucoup de livres et qui m'offre en plus de ça le privilège de vivre à ses côtés, rue Vaneau, dans la plus grande simplicité. Est-ce que vous l'avez revu après votre libération? C'est bien mon regret de ne pas l'avoir fait. Non, j'aurais pu, juste. Juste avant? Oui, juste. Juste avant sa mort, vous voulez dire? Juste, oui. Mais très juste. C'est de ma faute.
Et c'est un regret. Enfin, c'était pas volontaire, ça ne s'est pas fait. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas fait. Non. Lucien Combel, vous n'avez, vous, jamais retourné votre veste, mais par contre, vous avez viré votre cutie. On peut le dire en politique. Absolument, oui. Ça s'est passé quand, ça? Qu'est-ce qui vous a fait virer votre cutie? La réalité contemporaine. Mais ça s'est passé à votre sortie de prison ou bien dès... Ah non, 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 pas du tout. Pas à ma sortie de prison. Non, non. D'abord parce qu'à ma sortie de prison, il y a eu la période de réadaptation, qui n'a pas été très, très facile. Attendu que je me heurtais encore à des séquelles d'épuration. Vous étiez un réprouvé, Ah oui, absolument. une sorte de pestiféré. Ah oui, Est-ce que vous avez pensé à changer d'identité? absolument pas. Non. J'avais en quelque sorte payé ma dette s'il y avait une dette. Pourquoi j'aurais changé d'identité? Non. Il y en a qui l'ont fait. Mais c'est pas mon genre, non, pas du tout. Je restais Combel. Cléoto. Vous l'avez beaucoup visité à Fontenay-aux-Roses après la guerre. Je l'ai beaucoup visité partout, Oui. là où il était. Enfin, au Mercure de France, les visites étaient quasi quotidiennes. La rue de Condé était pour moi un trajet d'ailleurs très normal, puisque à l'époque j'habitais rue Laumont, derrière le Panthéon. Et pour moi, la rue de Condé, c'était une chose exceptionnelle. C'était tous les matins, disons que pour moi, j'allais chercher chez Léoto ma ration de potins littéraires, de jugements à l'emporte-pièce, de jugements aussi anticonformistes, qu'il allait, s'il avait envie de le dire, me dire que Émile Henriot était un imbécile ou il s'agit de l'académicien. Mais est-ce que vous continuiez à le voir après les années 50? Après votre libération? Ah non. Ah, c'était ça ma question. C'est Non. une fois que Parce vous avez que- été... Quand j'ai été libéré, Léoto, d'abord, n'était plus au Mercure. Il vivait en ermite là-bas à Fontenay-aux-Roses. Il y avait Marie Dormoy qui veillait sur lui. Et en sortant de prison, il m'eût été très difficile, je crois, de retrouver la tonalité de nos dialogues de l'entre-deux-guerres et de pendant la guerre. Il y aurait eu forcément un décalage. De plus, fait comme il était fait, il aurait éprouvé le besoin, peut-être, de vitupérer, je ne sais sur quoi, sur moi, sur mon attitude pendant la guerre, etc., sur ce que j'avais écrit. Et puis de plus, si vous voulez bien contrôler, il va pas tarder à mourir. Oui. Comme Gide. Voilà. Oui. J'ai pas eu le temps. Les deux... J'aurais pu, si le temps m'avait été donné, petit à petit, retrouver, renouer. Je l'aurais fait d'autant plus, disons facilement, que j'aurais pu me servir à ce moment-là de mon amitié avec Robert Mallet. Mais alors, bon, maintenant il faut en venir quand même à l'écrivain, qui Oui. est quand même le plus important pour vous, qu'on a à peine Oui. évoqué jusqu'à présent, Oui. parce qu'on le gardait pour la fin, et qui occupe ici chez vous toute une partie du rayonnage de la bibliothèque, c'est Céline. Alors Céline, comment l'aborder? Comment vous l'avez abordé, vous, d'abord? C'était juste avant la guerre? Moi, je l'ai abordé avant la guerre, quand en 1939, oui, 39, il publie son premier pamphlet antisémite, qui est soit Bagatelle, soit à l'école des cadavres. Et à ce moment-là, il y a dans la presse parisienne une attitude, mais
extraordinaire à l'égard de cet homme qui avait déjà publié Le Voyage, Mort à crédit. Une attitude étonnante, tout ça parce qu'il venait de publier ses pamphlets. Et dans la revue Arts et Idées, en 1939, je publierai un article sans le connaître et en disant « Mais est-ce parce que Louis-Ferdinand Céline vient d'écrire ses pamphlets antisémites qu'il a cessé d'être le grand écrivain qu'il était il y a encore quelques mois ?» Singulière démarche, voilà le thème, si vous voulez. Et à peine avais-je publié cet article que je reçus une lettre de Céline, qui habitait à cette époque ou bien encore la rue Le Pic, ou bien chez sa mère, rue Marcelier. Je ne sais plus. Toujours est-il que la lettre de Céline, que je n'ai pas là à vous montrer puisqu'elle est maintenant, avec les autres lettres de Céline, déposée chez Maître François Gibault, qui est l'exécuteur testamentaire de Céline. Cette lettre, en substance, me disait « Je vous connais pas, vous prenez ma défense, mais vous avez bien tort. Je suis un pestiféré, vous devriez vous garder de prendre ma défense. » Ça a été ça, disons, le premier contact. Pendant la guerre, vous n'avez pas beaucoup vu? Ah si. Et déjà beaucoup? Ah oui, parce que le chemin de la rue Girardon était pour moi quand même un chemin assez familier. Oui. J'aimais bien. D'abord, j'ai toujours aimé les contacts avec cet homme, tout comme j'ai aimé la lecture de ses livres, même les plus vieux, parce que c'était un homme tonique. C'est un écrivain tonique, dans le sens vraiment tonicité. Il n'y a pas livre qui mette plus en bonne humeur, en bonne santé, que Le Voyage au bout de la nuit, quand on le lit bien. L'écrivain qui a trouvé des formules comme « mourir » ou « mentir », c'est un écrivain exceptionnel. Car en effet, on meurt ou on ment, parce que la vie elle-même est un mensonge. C'est étonnant. Vous comprenez, c'est un écrivain considérable. Donc, disons que c'est un écrivain qui, pour moi, depuis Le Voyage, est un compagnon de route dont le pessimisme profond, fondamental, me convient fort bien, puisque c'est le mien, sans que je fasse d'efforts. Comment se fait-il que, puisque vous le fréquentiez pendant la guerre, vous n'avez pas pu le faire collaborer à votre journal? Parce que Céline était un homme qui ne collaborait à aucun journal. Il s'y refusait? S'y refusait. Même pas par amitié pour... Non, il a envoyé des lettres. Oui. Alors ça, des lettres, j'en ai publié dans Révolution nationale. Mais ces lettres, d'ailleurs, c'était souvent pour vous engueuler. Vous l'aviez proposé d'écrire des articles? Le connaître, comme je le connaissais, ça aurait été lui proposer ça une incongruité. Je sais pas, il aurait hurlé. Non, Céline n'était pas un homme de journalisme, d'articles. Quand vous étiez en prison, il vous a écrit? Il était au Danemark. Oui. Il était lui-même, non, ça alors. Oui, mais enfin, il a quand même beaucoup écrit du Danemark. Ah oui, c'est possible, mais il m'a même écrit après, à son retour. Mais non. Pas du Danemark. Non. Donc c'est après votre libération, quand lui est à Meudon, à ce moment-là, qu'on se retrouve. Il revient en France et lui, Voilà. vous revenez, et vous revenez à Paris en quelque sorte. Voilà. C'est là que vous vous retrouvez. On se retrouve. Ouais. Et là, c'est un regain d'amitié qui va durer jusqu'à la fin. Oui, absolument. Mais est-ce que vous l'avez lu avec des yeux neufs après 50? Il n'y a pas de Dieu neuf quand on a lu Céline et qu'on est habitué à la lecture de Céline. Il n'y a pas Dieu neuf. L'œil est neuf dès le départ, et auquel cas il restera neuf, le même, il ne changera pas. On reste fidèle depuis Le Voyage de 1932 jusqu'à nos jours
à cette œuvre considérable, on lui reste fidèle partout, par tous les chemins, par tous les ouvrages. Non, Pas question pour vous d'exclusion de telle ou telle partie de son œuvre. absolument pas. C'est un tout Moi, cohérent. je vois très bien ce que vous voulez dire. Bien sûr, les pamphlets. Non, les pamphlets font partie de son œuvre, enfin. Bien sûr, ils font partie de Donc, son œuvre. voyons. Mais vous ne faites aucune distinction dans son œuvre entre la partie romanesque et la partie pamphlétaire. Non, parce que il y a des gens qui font la petite bouche, voyez-vous, avec la partie, disons, de Céline émigrée. Enfin, émigrée, là-bas, séminarienne, qui donne nord d'un château l'autre et tout ça. Mais c'est des livres fantastiques. C'est une chronique d'Apocalypse. Il n'y en a pas d'équivalent. Bon, alors, non, je ne vois pas pourquoi je mettrais de côté en disant le Céline pamphlétaire, c'est du Céline mineur, l'autre Céline, c'est le Céline majeur. Non, Céline, c'est une cathédrale qu'on prend en entier, et je crois que je ne suis pas seul de cet avis. Je crois que vous poseriez la question à Philippe Solers, il répondrait comme moi. Vous ne croyez pas que tout ce qui a été écrit sur Céline, et ça continue et de plus en plus, comme exégèse, comme commentaire, a tendance un petit peu à obscurcir Mais bien sûr, finalement mais l'œuvre, bien sûr. et qu'on n'a pas intérêt à se Mais ce débarrasser. qui pouvait arriver de pire à Céline, c'était de tomber dans les mains des universitaires, déjà, et ensuite de devenir cette espèce d'aliment constant de ce qu'on appelle la critique. Alors en effet, on a l'impression d'ailleurs que il y a chez ceux qui s'intéressent à Céline au point de publier des bouquins sur lui, on a l'impression que ils essaient de ramasser des miettes de sa taille, enfin de sa substance, de sa richesse, pour se servir eux-mêmes. Ils se grandissent. Ils ont l'impression de se grandir s'ils s'attaquent à Céline. S'attaquer d'ailleurs, dans le bon sens du mot, il ne s'agit pas seulement de ceux qui écrivent des pamphlets contre lui. Mais s'en prendre à Céline, parler de Céline, c'est d'être un peu Céline. À ça, surtout pas. Il faut le laisser là où il est, puis se dire que c'est au XXe siècle, à part Proust, dans les phénomènes littéraires, il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour vous, c'est le plus grand. Oui, après Proust, parce que Proust, c'est prodigieux. Cette reconstitution du temps, par la mémoire. Enfin, je ne vais pas vous expliquer Proust. Vous êtes devenu, Lucien Combel, depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle un témoin. C'est le cas de le dire, puisque les témoins de cette C'est bien époque... ce qui me fâche le plus. Je sais bien. Mais je pense pas seulement à ce que vous appeliez le collabo de service, avec un certain agacement, mais aussi à l'avant-guerre, à Drieux-La Rochelle, à Léoto, à Céline et à Gide, Oui. un témoin. Est-ce que quel regard portez-vous sur ces historiens qui viennent sans arrêt vous interroger sur toutes ces périodes-là, et notamment la guerre? Alors, s'ils ont le bon goût de ne pas me parler de l'occupation, du nazisme, du fascisme, je les reçois avec gentillesse. Par exemple, je pense à un universitaire qui habite Dakar, je crois qu'il est d'ailleurs à la faculté de Dakar, qui m'a l'autre jour sollicité pour Macorlan, parce qu'il sait que j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup Macorlan. Je réponds avec joie. Avec joie. Bon, mais Macorlan, s'agissant, mais c'est d'accord. magnifique. Mais s'agissant de la guerre, alors la guerre de l'occupation, est-ce que vous lisez leurs livres? Les livres sur le fascisme, sur l'occupation. Je lis, je lis avec beaucoup de... Faut vous dire que je n'ai pas les moyens financiers de m'acheter tous les livres. Mais enfin, ça c'est un détail. Je m'en plains pas. Surtout que j'ai des amis quand même qui me ravitaillent.
Mais il y a des livres que je n'ai pas envie de lire sur cette période. C'est quand ces livres, je le sais à l'avance, vont essayer de me convaincre que vraiment, il n'y avait pas de solution meilleure que celle du fascisme ou du nazisme. Je regrette, mais moi j'en ai fait le tour. Je crois en avoir fait le tour. Et avoir le droit de dire non et non, c'est fini. Ça, ce ne sont pas des livres d'historiens, ça. Ce sont des livres D'analystes. d'analystes ou très engagés, d'essayistes très engagés. Voilà. Mais moi, je parle des historiens professionnels. Je me souviens qu'une fois, vous étiez dans une rage en lisant le livre d'un historien américain qui vous citait et qui disait que sous l'occupation, vous vouliez faire interdire une pièce Oui, de Molière. de Molière. C'était faux. C'était faux. Et ce que je regrette, c'est que chez certains de ces historiens, alors que l'homme est vivant, je le suis encore heureusement, ils ne soient pas venus me voir. Je leur ai dit, mais où avez-vous trouvé ça? Où ai-je cherché à faire interdire une pièce de Molière? J'aurais bien aimé, en effet, qu'il me donnât sa référence. Vous êtes un témoin de l'histoire, mais est-ce que vous ne croyez pas que le témoignage des acteurs de l'histoire est parfois très sujet à caution et que finalement, sur une période aussi dense et difficile que l'occupation, il ne faut pas mieux juger sur pièce uniquement, c'est-à-dire les articles, les archives, les correspondances? Tout à fait de votre avis, Pierre Assouline. Ça devrait être ça et uniquement ça. Le reste, c'est Bien beaucoup sûr. plus l'atmosphère à l'heure du temps, le Mais témoignage bien sûr. finalement. Bien sûr. C'est d'ailleurs pourquoi je suis très réticent pour toute la partie toute cette histoire vue par les cinéastes, parce que le cinéma ne peut pas rendre tout cela. C'est pire, si vous voulez, que les faux historiens ou le cinéma qui forcément est tenté de recréer un climat. Le cinéma n'y arrivera jamais. Mais pourtant, Lucien Combel, tout en vous défiant des entreprises cinématographiques, je sais que vous aimez bien les livres de Patrick Modiano, qui est également le scénariste de La Combe Lucien. Oui, je le sais, oui. Oui. Est-ce que Modiano n'a pas vécu cette période, bien entendu, il était trop jeune. Non, il est né en 46. Mais vous avez retrouvé dans ces livres l'atmosphère, l'air du temps tel que vous l'avez connu. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Ce que j'aime chez Modiano, c'est son flou. Le flou modianesque, c'est le flou de Simenon, c'est la brume, c'est l'imprécision. Moi, je pense toujours à Modiano comme un garçon qui cherche ses personnages. Pour les attendre, c'est installé au pied d'un bec de gaz, d'un lampadaire, par une journée de brume, et sortent du brouillard les personnages qu'il attend, hommes et femmes, qu'il cherche, car c'est une quête, Modiano. Ils surgissent du brouillard, passent devant lui, comme c'est le brouillard qui l'enveloppe lui-même et qui enveloppe toute la ville ou toute la rue. Les personnages de Modiano sont enveloppés de brume, de brouillard, comme lui-même, passent devant lui, s'en vont. Ce sont des silhouettes. Et je suis très sensible à ça. C'est une éthique romanesque qui m'est très sensible. Si vous voulez, ça échappe à la loi, au système romanesque de la porte s'ouvrit et il était 5 heures, la marquise allait boire sa tasse de thé. Je n'aime pas cette chose photographiée, précise. Ces astuces-là. C'est trop vieux tout ça. Le flou de Modiano me plaît infiniment. D'autant qu'il correspond chez lui à une quête. Il n'a pas trouvé encore ce qu'il cherche. Alors c'est fantastique. Moi je trouve Modiano un romancier fantastique pour ça.
Il y a Combel quand on évoque la fidélité, quand on évoque la loyauté, Oui, certainement. oui. Mais je me demandais, en vous écoutant, vous avez certainement vu le film d'Orson Welles, Citizen Kane. Dans Citizen Kane, il y a le Rosebud, cette luge qu'on voit au début et à la fin du film, qui est la clé du personnage. Et le Rosebud de Lucien Combel, pour vous, Lucien Combel, c'est quoi? Comme je ne me souviens plus des images du film, Oh même, en oubliant ça, est-ce qu'il y a un objet, quelque chose ou quelqu'un ou un livre qui fait que on sait en le tenant ou en le voyant que c'est une des clés de votre vie? oui. Non, je pense que c'est plutôt dans le livre que je suis en train d'écrire que se trouvera peut-être la clé. Ce livre qui n'a rien à voir avec l'histoire, le témoin de l'histoire et tout ça, s'intitule Le fleuve. Quel fleuve? Celui où je suis né. La Seine, dont vous avez à une image. Un port où je suis né. Une rive de ce port, la rive gauche. Et puis, j'ai traversé, je me suis retrouvé sur la rive droite. C'est-à-dire, je suis passé d'un camp à un autre. Mais pourquoi? Parce que ce fleuve me donnait, depuis mon enfance, en culotte courte, le goût des rêves, le goût des voyages, le goût toujours de l'ailleurs. Être ailleurs que là où on se trouve. Mes joies à moi, c'était de regarder les cargos, et surtout leurs poupes, parce que je pouvais lire leurs ports d'attache. Simplement la lecture des ports d'attache de ces cargos me suffisait. Et c'est pour ça que je n'oublierai jamais que c'est tout enfant que j'irai un jour Singapour. Pour moi, je n'oublierai jamais le Singapour de mon enfance. Après, bien sûr, il y aura Hong Kong, il y aura des tas de choses comme ça. Aller ailleurs, partir, partir. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Lucien Combel s'entretenait avec Pierre Assouline. Réalisation, Marie-André Arminaud. Cette série d'émissions a été diffusée pour la première fois sur France Culture en juillet 1988. À noter que Pierre Assouline a publié aux éditions Gallimard Le fleuve Combel.